Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Buttercream Suspension. Aujourd'hui, petit débrief sur cette bait, l'amortisseur Float DHX que j'ai roulé le week-end dernier à Autun. Très cool, je suis très content de la qualité de suspension de ce vélo. Non, pour être plus sérieux, c'est vraiment cool, j'ai adoré le comportement du vélo. Ça lui donne un côté très crémeux, en fait, sans perdre du tout son dynamisme. Voilà, le vélo, je trouve qu'il rentre plus dans le débattement et ça apporte plus de confort. Dans les freinages, le vélo, il s'assoit, il s'écrase dans les freinages. C'est très stable, ça met beaucoup en confiance. Voilà, j'ai adoré. Pour 280 grammes de plus, franchement, n'hésite pas. Et du coup, je trouve que c'est que des points positifs en fait avec cet amortisseur. Le vélo garde vraiment son côté joueur, son côté dynamique. Il grimpe toujours aussi bien parce qu'on a toujours la position ferme de blocage. Donc voilà, vraiment top. J'aurais bien essayé peut-être un ressort un poil plus dur. Là j'ai un 450, j'aurais bien essayé un 475. Je sais que ça existe mais bon. Voilà le ressenti et le débrief du vélo. Je l'ai remonté entre temps sur l'électrique. Bienvenue dans cette petite introduction sur les pistes de DH d'Autun. J'ai pris l'électrique, j'ai posé un RTT, je me suis dit il fait beau, on va aller rider un petit peu les pistes d'Autun pour s'entraîner. J'entraîne Johan Charpay, le frérot, pour l'enduro de Belfort, qui se passe un peu la caisse et la technique. Voilà. Moi j'avais un peu la flemme. Donc j'ai pris l'e-bike. Donc là j'ai réglé la GoPro. Je l'ai mis verrouillage de l'horizon. C'est pas mal en fait, l'horizon reste toujours droite. C'est du coup ton corps qui fait comme ça, tu vois. Mais c'est pas mal. Ça penche en avant et en arrière, mais l'horizon reste toujours droite. Et ça fait un peu... ça fait très pro. Ah putain, je vais me m'asseoir sur mes bouts. Donc là il y a un petit pif-paf avec un saut. Un petit pif-paf. Ouais, tu vas voir. T'es prêt là ou pas? Ouais, plus ou moins. On dirait qu'il se lève, lui. On dirait qu'il est pas réveillé. Ah oui, c'est là. Donc là, il y a un petit saut. C'est gras. Et là après fais gaffe, il y a un autre saut après. Quoi? Il y a un autre saut après là. Ça... ça le saut? Non, ça vu, je l'ai fait la semaine dernière, j'ai sauté tout ça. Sur atterri là. Et là faut tout de suite être prêt pour le virage quoi. Ouais. Non ça se fait hein. Mais là putain c'est gras sa mère. Oh, je pensais pas que ça allait être comme ça. Ouais, tu vas voir. Voilà, on arrive en bas, Yoann. Ouais, c'est graillot. Et j'ai reroulé le trans du coup celui-là avec l'amortisseur R. Du coup d'avoir comparé vraiment d'une journée à l'autre en R et en ressort. C'est vrai que du coup l'amortisseur R ça apporte un côté ferme au vélo. Je trouve que le vélo il est plus progressif
Et la suspension, elle rentre moins dans le débattement. Et le vélo, je le trouve un peu plus tapant. Je le trouve un petit peu plus tapant de l'arrière. Voilà. Là, je vais rerouler ce week-end à Mouans-Morvan, normalement. Enfin, du coup, vous allez sûrement voir les images, vous, après. J'ai monté la paire de Michelin Wild Enduro dessus, avec les roues, du vélo électrique. Ouais, je me suis pas fait chier, j'ai pas démonté les pneus. Donc voilà, donc là, le vélo, il est quasiment prêt pour la saison d'enduro. Groupe X0, amortisseur coil, les pneus Michelin Wild Enduro. Il me reste plus que la tige de selle à rechanger. Je vais repasser sur ma tige de selle mécanique en 200 mm parce que celle-là elle fait que 170 et je trouve que c'est pas assez. Voilà. Dans le raid, j'ai les couilles qui ballottent. Non, dans le raid, j'ai peur de me faire mal. Du coup, je préfère repasser sur une 200 mm. Voilà. Je vais remettre la tige de selle d'origine en fait. J'attends que Reverb XS sorte une tige de selle en 200 voire 220. Mais bon, apparemment, c'est pas encore pour demain. Voilà le petit débrief pour ce vélo d'amour. Aujourd'hui, on est en mode disco néon. Et ouais, mes amis, aujourd'hui, c'est bientôt le week-end, on est vendredi. J'ai ce petit vélo à entretenir. Santa Cruz Nomad C. C'est un vélo qui date de 2021. C'était la série 2022 quand il est sorti. Il est sorti fin 2021. J'ai été chez Chris Bike quand il est sorti, quand ils nous l'ont présenté en vrai. Et je me souviens l'avoir vu en photo, catalogue, avant de le recevoir en vrai. Et je l'avais trouvé dégueulasse, ce vert pomme acidulé avec le Santa Cruz en rose, couleur mat. Je l'avais trouvé horrible. Et quand on l'a reçu en vrai, on avait reçu la version CC. Donc le vert, il était un petit peu plus joli. Je sais pas comment expliquer. C'est pas un noir, c'était pas un vert mat simple. Il était un petit peu pailleté, moucheté. Et en vrai, il est magnifique, je trouve. Santa Cruz, ils sont très très forts à faire des couleurs basiques, mais qui sont magnifiques en vrai. Ils ont une belle qualité de peinture, je trouve. Voilà. Donc aujourd'hui, petit Santa Cruz Nomad. J'ai l'entretien complet sur la Fox 38 et sur l'amortisseur RockShox Super Deluxe Select Plus. Je croyais que c'était un Ultimate, mais non. Voilà, Super Deluxe Select Plus. Le vélo, du coup 2022, les suspensions n'ont jamais été entretenues. Donc je vais faire la complète salade tomate-oignon sur la fourche et sur la morteau. On va tout démonter. Le mec s'est fait un beau petit montage, je trouve. Il a la Reverb XS, il est en full composant Hope, potence, c'est le guidon Santa Cruz, ouais. Les roues, c'est les Fortus de chez Hope, avec ce superbe bruit de roue libre. Voilà, on est en cycliqué. Je sais pas combien de crans d'engagement, mais je crois qu'il y a 96 crans d'engagement. De toute beauté. Je préfère le son de mes roues, en toute honnêteté. Tu vois, quand t'as ça en station, tu te fais respecter, quoi. Tu vois, t'arrives devant la gate, grosse Berthe, tu vois, à Super Morzine, t'arrives comme ça avec ton son de roue libre. Ouais, tout le monde se pousse, quoi. C'est comme ça que ça se passe ici, quoi. J'ai fait pas mal de vélo ces derniers temps. Je m'entraîne un peu, j'essaie de reprendre la caisse parce que je me suis inscrit à l'enduro Mouans-Morvan début avril et l'enduro de Belfort fin avril. Du coup, j'essaie plusieurs configs avec le vélo. Là, je suis resté à un vélo qui fait 15 kg 4, comme ça, 15 kg 4 avec le porte-bidon, les pédales, etc. Donc je pense que c'est pas mal du tout. L'amorto ressort, excellent, crème de la crème. Ça apporte un côté très crémeux au vélo. J'aime beaucoup la Reverb XS, hein. C'est une tige de selle hyper réactive. Je la trouve très nerveuse, c'est que tu te lèves, elle se relève direct avec toi. Ça c'est un confort, puis le fait qu'elle soit sans fil, la gaine s'encrasse jamais, le câble, ça marche toujours très bien. On a quand même beaucoup de clients qui roulent avec des 240 de chez OneUp là. Je pense qu'il y a un petit marché, quoi. Ça serait quand même bien que RockShox se sorte les doigts et me sorte une vraie tige de selle, quoi. La fourche est très bien réglée, je suis très content. La morteau, une dinguerie, j'ai envie de le garder, je veux garder celui-là sur ce vélo-là. Et voilà, bon, la transmission, il n'y a rien à redire, hein, c'est fou. Voilà un peu les infos du jour. Je m'étais fait une petite note un peu sur mes dernières sorties, en général, les constatations générales de la vie dans sa globalité, quoi, dans l'ensemble, quoi. Je voulais parler un peu des beaux vélos, voilà. Les beaux vélos, je vois beaucoup de gens qui s'achètent des très beaux vélos. Des vélos à 8, 9 000, 10 000 euros, 12 000 euros, 13 000 euros, 14 000 euros. Et en fait, je vois beaucoup de gens qui s'achètent des Lamborghini Aventador et des Ferrari F430 et qui roulent sur les Champs-Élysées avec, en fait. Et c'est tout. Et en fait, la comparaison, je la trouve trop cool. C'est un peu ce que je ressens.
Je vois des gens qui achètent des très beaux vélos et les vélos sont très mal réglés. Et les gens s'intéressent pas du tout à leur vélo et au réglage, en fait. On a des gens qui ont des ergonomies qui sont pas du tout bien réglées, les hauteurs de selle, ça va pas du tout, l'inclinaison de la selle, l'avancée ou le recul de la selle sur les rails. Enfin voilà, je trouve que tous ces petits réglages, ils sont beaucoup trop négligés. Et je vois des gens qui sont pas très bien sur leur vélo et qui savent pas que ça peut aller mieux, en fait. Et c'est pas parce que t'achètes un vélo à 7-8 000 euros que ton vélo il va aller trop bien et que tu vas prendre du plaisir à rouler avec, quoi. Et je dirais même au contraire. Au contraire. Et en fait, je comprends pas cet engouement pour les gros vélos électriques ultra haut de gamme avec des gens qui n'y s'y connaissent rien. Ils pensent qu'en achetant des vélos à 9 000 euros, ça va être la folie. Et en fait, pas du tout. C'est comme si demain t'achètes une voiture de WRC de rallye. Et en fait, tu te rends pas compte, mais il faut la régler pour chaque course. Chaque course est différente, quoi. Si t'as une route bitumée ou si t'as une route en terre ou une route gravier, ça va pas du tout être les mêmes réglages de voiture, les mêmes réglages de pneus, tu vas pas mettre les mêmes pneumatiques. Bon, j'exagère, hein, vraiment, on est loin de la voiture de rallye. Mais je trouve qu'un vélo haut de gamme, c'est un vélo qu'il va falloir vraiment régler en précision pour ton terrain, pour ta pratique et pour ton style de ride. Moi, je sais régler mon vélo, mais je peux pas le régler pour toi, et je ne saurais pas le régler pour un autre pilote. Par exemple, le week-end dernier, j'ai roulé avec Emilien Serpaggi, qui roule très très fort, qui fait quand même podium à l'Enduro de Belfort, et je suis monté sur son vélo, je l'ai essayé, et ses suspensions, ses réglages de suspension, je les trouve horribles. Ses suspensions, pour moi, elles sont toutes dures, alors que le gars est presque plus léger que moi. Et en fait, c'est un mec qui roule très compétition, il roule très bourrin, et il vient mettre des énormes appuis dans les virages. Et bah voilà, quoi, c'est son style de ride, c'est comme ça qu'il aime régler son vélo. Et je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas régler leur vélo pour eux, qui n'ont pas le ressenti et qui s'achètent des vélos très haut de gamme. Et c'est encore pire, quoi. Faut vraiment reprendre les choses à la base, quoi. Quand on prend un vélo, pour moi, il y a 3 grandes choses à faire et à expliquer au client. En premier, il y a l'ergonomie, la position du pilotage, l'assise sur la selle, l'orientation des leviers, du guidon. Déjà, pour moi, ça, c'est une grande étape. Quand tu es bien posé sur ton vélo, que tu es confort sur ton vélo, déjà, ça va beaucoup changer ton ressenti. Ensuite, l'énorme point, la base de la base pour moi, c'est les réglages de suspension. Ta gueule Siri. Les réglages de suspension, déjà, le premier point, c'est un sag. Faire un sag. Quand tu remets le vélo à un client, un vélo tout suspendu, que tu lui rends... tu lui remets le vélo, tu lui expliques un peu les différents types de suspension, tout ça, tu lui fais un sag. Voilà, c'est quand même pas compliqué. Tu lui expliques ce que c'est que le rebond et les compressions, et s'il y a un blocage d'amortisseur ou pas. Mais il faut essayer d'expliquer ça avec ces mots. Parce que tu vois, tu commences à rentrer, donc là on a la LSC, la HSR, et on peut rajouter des tokens pour augmenter la courbe de correctivité de fin de course de la suspension en augmentant la chambre négative. Là, le mec, tu vas le perdre direct, quoi, tu vois. Même moi, je sais même pas de quoi je parle des fois. Donc voilà, je pense que c'est quand même important de bien régler les suspensions avec son client et de lui expliquer que quand il fait froid et que c'est gras, tu mets un peu plus de rebond, tu mets un peu plus tes suspensions un peu plus molles pour que ça colle un peu plus au sol. Et quand il fait sec, tu fais un peu l'inverse, quoi. Quand il fait chaud, ta suspension elle va naturellement revenir plus vite parce qu'il va faire plus chaud, l'air va prendre plus de place, du coup elle va être un peu plus dure. Enfin, voilà, c'est des effets et des conséquences. C'est compliqué d'en parler parce que c'est vraiment des feelings que tu ressens et c'est même dur de les ressentir soi-même, ces feelings. Des fois, tu vas prendre ton vélo, il va aller trop bien et tu sais pas pourquoi. Donc peut-être que c'est toi qui es en forme ce jour-là, t'es pas fatigué, les réglages concordent avec le terrain et concordent avec ton état de focus et ta fatigue. Et le vélo, il allait trop bien. La dernière fois que je suis allé à Autun, vraiment, le vélo, il allait trop bien. J'étais trop content. Et j'y suis retourné quelques jours après, en électrique. Il allait trop bien aussi avec l'électrique. J'étais trop content. Et je suis allé à Mouan-Morvan le lundi. Et là, le vélo, je l'ai trouvé... Je sais pas, j'avais remis l'amortisseur air aussi. Et j'ai trouvé que c'était pas la même chose. Et voilà, en fait, on s'est retrouvé sur un terrain très sec. Fini le gras, là, il fait beau depuis quelques jours. Et voilà, j'avais pas la même sensation d'un vélo que je contrôlais, vraiment, quoi. Donc bon, bref, je reviens aux suspensions. Un bon réglage de suspension, ça va être un vélo qui va être confortable. Et un vélo qui est confortable, c'est un vélo avec lequel tu vas pouvoir rouler des journées entières, sans te faire mal au cervical, tout en étant bien. Et t'auras pas la vision qui tremble quand tu passes dans des passages un peu défoncés. C'est un vélo qui va pas s'affaisser non plus quand tu freines trop. C'est un vélo qui va rentrer dans le débattement pour asseoir le vélo dans les freinages quand même. Voilà, c'est un vélo qui va être quand même mieux contrôlable, plus joueur si tu joues avec ton rebond correctement. Et je trouve que ça, c'est important de bien régler ses suspensions.
Après, il y a un autre point aussi qu'on peut aborder, c'est les pneumatiques. Les pneumatiques, c'est hyper important sur un vélo. Tu vas changer tes pneus de vélo, ça va énormément changer le comportement du vélo. Tu mets des pneus carcasse DH, ton vélo il va être pâteau, tu vas galérer à monter. Par contre, en descente, tu vas avoir souvent les carcasses DH, elles sont associées à des gommes très tendres. Donc un pneu, comme vous voyez celui-là, là, on a un 3C Max Grip. En DH Casing, on a une gomme très tendre. Donc ok, le pneu il va peiner, il va coller sur la route. Par contre, on va avoir un grip et un contrôle en descente sur les pierres, ça va être incroyable. Donc voilà, le choix des pneus, la taille, le type de gomme, le type de carcasse et tout simplement la pression des pneus. La pression des pneus, pour moi, elle est hyper importante. Tu vas rouler sur un terrain sec, tu vas mettre un peu plus de pression. Tu vas rouler sur un terrain gras, tu vas baisser la pression de tes pneus. Il y a des pneus qui se roulent très gonflés, comme les Wild Enduro par exemple, ils se roulent à 1,8, presque 2. Et il y a des pneus qui se roulent très mous. Des pneus, tu peux descendre à 1,4. Tu auras une carcasse qui sera quand même là, qui sera ronde, qui va quand même rouler correctement. Voilà, c'est important, je trouve, la pression des pneus, de trouver sa bonne pression et puis de vérifier sa pression avant chaque sortie. Vérifier presque son sag avant chaque sortie. Voilà, pour moi, c'est les choses les plus importantes sur le vélo. Après, on peut parler des transmissions, des freins, mais ça reste des composants. C'est des choix un peu perso, des habitudes. Et ça, je trouve que c'est moins important. Voilà. Par exemple, je voulais vous parler, il y a quelques semaines, j'ai essayé, lors d'une petite rando que j'ai fait avec des amis, il y a un gars qui s'est ramené avec un S-Work Turbo Levo SL. Donc un vélo à 14 000 €. Le mec, il l'avait acheté d'occasion à moitié prix, donc il s'est dit pas mal, ok. Mais le gars, il était pas du tout VTTiste, pas vraiment. Il faisait de la moto d'enduro, et pas dans le milieu, tu vois. Il s'est dit, ok, putain, un vélo à 14K, il l'a payé 6 000, il s'est dit, vas-y, je fonce, je l'achète. On fait un peu la rando, je le regarde rouler, je me dis, putain, mais le gars, il est super bas sur son vélo, il est tout en arrière, la suspension, elle est tout enfoncée. Et le gars, il me disait, ouais, tu pourrais l'essayer, mon vélo, parce que je trouve qu'il va pas très bien, ouais, je le trouve pas très bien réglé, etc. Donc déjà, il était en groupe XX T-Type. Il savait même pas qu'il fallait recharger les batteries sur le dérailleur. Et de la tige de sel. La tige de sel, pareil, c'était une Reverb XS. Je vous dis ça parce que pendant la sortie, la batterie du dérailleur, bien évidemment, elle a lâché. Donc il vient me voir, il me dit, ouais, mon dérailleur, il marche plus, Florian. Est-ce que tu sais ce qu'il a, tout ça? Donc je regarde, je fais, bah, il a plus de batterie. Il me dit, mais comment ça, le vélo, je l'ai chargé? Je fais, non, mais la batterie du dérailleur, elle est pas branchée sur le vélo, elle est indépendante, c'est une petite batterie. Donc là, je lui monte, je l'enlève. Et je lui dis, bah, ce qu'on peut faire, c'est on va inverser la batterie du dérailleur et celle de la tige de sel. Pour sauver la sortie, quoi. Et pareil, il savait pas. Il savait pas que la Reverb XS, la batterie, c'était la même que sur le dérailleur. Je me suis dit, putain, mais le gars, mais... Donc voilà, on a réussi à finir la sortie. Et voilà, il savait pas ça, quoi. Donc pour moi, c'était hallucinant, quoi. Donc je lui ai monté sa tige de sel, je lui ai fait son sag, je lui ai ravancé sa tige de sel, parce que le gars était un peu petit par rapport au vélo. Et je l'ai essayé, son vélo. Je l'ai essayé dans une montée. Et bien franchement, je grimpe mieux avec mon vélo musculaire qu'avec le sien. Et c'est lui qui l'a dit. Il est monté sur mon vélo, lui, en fait, donc il était un peu plus petit, je lui ai baissé ma selle. Il a commencé à grimper, il fait putain, mais ton vélo, mais il grimpe trop bien et tout ça, et j'en revenais pas. Et le sien, j'étais en mode, donc c'est un Turbo Levo SL avec les moteurs de chez Specialized, là. Je crois que c'est des Fazua ou des Bros. Je regarderai les infos. Et le vélo, je sais qu'il a 3 modes d'assistance, et dans chaque mode, tu peux régler le pourcentage d'assistance. Donc il n'était pas réglé à fond, il n'était pas très bien réglé. Mais après, on m'a dit que si tu le réglais à fond, l'autonomie, c'était une catastrophe. Donc le vélo, il est en mulet, en plus, c'est un 27,5 derrière. Et vraiment, je l'ai trouvé pâteau dans la montée, j'arrivais pas à grimper avec, je l'ai trouvé mou. Bon, il était pas très bien réglé, mais je pense que la géo du cadre est très très bien, mais tu vois, des réglages comme ça devrait être... Un mec qui achète un vélo comme ça, mais putain, mais intéresse-toi à ton vélo, quoi. T'as un vélo à 14K, il savait même pas que son guidon était en carbone, que ses roues étaient en carbone, enfin bref. C'est des gens qui ont acheté des vélos qui sont beaucoup trop compliqués et qui prennent pas de plaisir avec le vélo parce que le vélo il est trop compliqué pour eux. Ils ont acheté un vélo c'est une Formule 1, c'est une voiture de rallye. Et tu vois, moi je reviens sur mes premières expériences avec des beaux vélos, quand j'ai eu mon Pivot Max 6. Donc ouais, mon premier vélo que j'ai roulé, c'était mon premier vélo haut de gamme que j'ai roulé sur le Pivot Max 6 là. Donc j'étais en cartouche Grip 2, j'avais un X2. Et c'était mon premier cadre en carbone, guidon carbone, j'étais encore en roue alu. Et ma première sortie, je me rappelle, mais j'ai eu des très mauvais souvenirs. Le vélo, c'était une catastrophe. Je m'étais complètement trompé dans les réglages de fermé et plus et moins de chez Fox, j'avais tout inversé. C'était une catastrophe, vraiment. Et tu vois, j'ai mis des mois et des mois à régler, à peaufiner mes réglages, à étudier, à comprendre les cinématiques de suspension. Et j'ai adoré ce vélo. Et aujourd'hui, je kiffe les vélos qui ont des points de pivot virtuels, qui ont des suspensions un peu en parallélogramme. Je veux des vélos qui sont prévisibles.
je retrouve les mêmes sensations avec le Giant, avec le système Maestro, le DW Link, l'Infinite Switch de chez Yeti, le VPP de chez Santa un peu moins, j'ai pas eu la chance d'enrouler tellement, mais ça marche bien. Le Score, j'ai pas eu des super sensations. Je trouvais que quand on rentrait dans le débattement, le vélo il se comportait bizarrement, il était mal équilibré, j'ai trouvé. C'est un très bon trail. Je pense que la version enduro, quand on passe le cap, quand on le met en long travel, c'est pas son point fort, je trouve, ce vélo-là. Et voilà, enfin, bref, pour revenir, un vélo, pour moi, ça s'étudie, ça se règle, ça s'apprivoise. Perso, moi, il me faut en moyenne 6 mois à 1 an pour bien régler mon vélo, et vraiment bien le connaître, et à être hyper à l'aise avec. Tu vois, c'est 6 mois à 1 an de pratique, à en faire tous les week-ends, à faire un clic par-ci, un clic par-là, à trouver la bonne pression des pneus qui correspond au vélo, avec les bons pneus, etc. Les gens qui changent de vélo très souvent, par exemple, ils vont pas être à l'aise sur leur vélo. Un petit clin d'œil à un collègue qui roule en électrique dans la région. Donc voilà, et donc pour vous aider là-dessus, j'ai découvert il y a pas longtemps une chaîne YouTube qui s'appelle Café Manivelle. Et je vous invite vraiment à aller voir. Il y a une vidéo sur les effets de bras de levier, de freinage, etc. Et ouais, il y a une super vidéo sur les effets de bras, les effets de points de suspension haut, les high points de pivot. Les effets, enfin bref, ça parle des différentes géométries de cadre, les VPP, les points de pivot hauts, les points de pivot virtuels, les systèmes Maestro, le DW-Link. C'est très intéressant sur le comportement des vélos, les effets des suspensions, le poids du corps, l'effet du corps sur le vélo, dans la position qu'il faut se mettre, le côté prévisible du comportement d'un vélo. Par exemple, le système Maestro qui est très prévisible, moi je le ressens, je leur dis, mais je le ressens encore un côté très rassurant d'un comportement prévisible avec mon vélo. Quand je réceptionne, quand je rentre dans les passages défoncés, le vélo, je sais comment il va se comporter par rapport au vélo que j'ai eu avant, le Score, où je trouvais que des fois, il me renvoyait des coups de raquette dans des trous et c'était pas prévisible. Donc voilà, je vous invite à aller voir cette chaîne, franchement, c'est des vidéos qui sont super intéressantes. J'ai pas les mots pour décrire les effets sur les vélos comme ce mec, cet ingénieur là, vraiment, il est hyper calé et quand il le dit, je fais ah ouais, putain, je trouve qu'il a raison sur ce phénomène-là. Et moi, j'ai pas les capacités comme ça à comprendre les cinématiques, à étudier. Moi, je répare les vélos, je fais la mécanique, j'entretiens les vélos, quoi, mais j'ai pas les compétences comme lui. Je trouve c'est vraiment incroyable. Voilà, je vous invite à aller voir cette chaîne YouTube. Je vais attaquer ce petit Santa Cruz Nomade. Et puis voilà. RockShox Super Deluxe Select Plus. Donc la seule différence qu'il y a avec l'Ultimate, c'est le réglage de compression qu'on n'a pas sur celui-là. On peut pas régler la compression haute vitesse. Ça c'est très bien comme système montage en roulement là. Ça permet vraiment à l'amortisseur de basculer librement. Ça apporte de la fluidité à la cinématique de suspension. Ça existe chez Fox, c'est des espèces de buselures avec des roulements intégrés. C'est très chiant à enlever. C'est la merde, faut le fourrer dans un étau. Pareil par contre pour changer les roulements qui sont là-dedans, l'enfer. Voilà, un point pour Griffon d'Or de chez RockShox pour ce petit système de roulement. Mais ouais, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne Café Manivelle là. J'ai regardé quasiment toutes leurs vidéos déjà. Vraiment intéressant. T'as vu un peu l'atelier? On a changé quelques trucs. Le compresseur je l'ai pas en noir parce qu'il me saoulait d'être rouge. Là on a rajouté un meuble. Donc ça fait vraiment un petit poste indépendant. J'ai mis tous mes câbles et gaines ici. On a mis un dérouleur. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Comme ça on a vraiment 2 postes. On va pas pouvoir se marcher dessus. Je vais reprendre un apprenti là à la rentrée en septembre. Donc comme ça il ne viendra pas me faire chier. Il sera de l'autre côté. Voilà. Pas abîmé. Donc, ça part sur le petit entretien 200 heures. Enfin, du coup, ça part sur le gros entretien. Oh là 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 là, tu vois, c'est pas bon ça déjà. Normalement, là, j'ouvre le bouchon. Et derrière, il y a la corde valve. Donc, il n'est pas censé y avoir d'air entre le bouchon et le corde valve, quoi. Ouais, le corde valve est tout desserré.
J'enfonce mon truc. Peut-être pas mettre de l'autre côté pour que vous voyez peut-être un peu mieux la lumière. Voilà, petit anneau circlips qu'on enlève avec le pic à joint par le haut. Attention de ne pas rayer trop le corps à l'intérieur. Et ensuite on peut enlever le caps. Il n'y a plus rien qui le retient. Voilà. Donc là j'ai dégazé l'amortisseur. J'ai dépressurisé le piggyback, j'ai enlevé le bouchon, le corps de valve et le cap du piggyback. Voilà. Je vais maintenant ouvrir la cartouche, en gros dans lequel il y a le piston qui coulisse dans l'huile. Pour ça j'utilise une pince Knipex qui est très pratique. Voilà, donc là j'ai dépressurisé mon amorto. Il se peut qu'il y ait encore un peu d'air qui soit passé dans l'huile et du coup que la partie là elle soit un peu pressurisée, comme sur certains X2. Mais là c'est pas l'impression que ce soit le cas. Donc là, voilà, je dévisse. Voilà. Ensuite je vais lever ma tête, je vais la sortir, je vais récupérer du papier. Ça va couler un peu de partout là. Bon, lui il a pas l'air très dégueu à l'intérieur. C'est un peu du luxe là. Voilà. Donc là j'ai ma partie haute d'amortisseur on va dire. Là j'ai ma partie basse. Ouais, ok. Un petit peu noir lui quand même. Tout propre. Donc là, hyper important les amis, nous allons démonter la tête de l'amortisseur. Pour ce fait, on prend une tige. Là j'ai pris un chasse-goupille, peu importe. En fait je prends toutes mes lamelles, toutes mes rondelles et je les fais coulisser autour de ma tige, comme ça je perds pas le sens. Vous voyez là-dedans, c'est là-dedans qu'on a toutes les lamelles qui font les réglages de compression. Donc ça, si tu fais tomber tout ça par terre ou que tu vois, ça va être un peu chiant. Tu peux trouver le schéma, tu peux trouver d'ailleurs en les disposant différemment, ça fait des modes de compression différents. C'est comme ça qu'on fait des prépas sur les vélos. Bon, voilà. Donc là je peux sortir ça. Je peux sortir ça. Rondelle de chaque côté. Ok, très bien. Et là nous avons un token, un spacer, pour réduire la chambre de compression, pour augmenter la progressivité de l'amortisseur. Voilà. Donc là moi je vais devoir enlever ça. Donc là je remets ma vis. Et là je vais utiliser le bon vieux compresseur. Je vais souffler de l'air. Je pensais pas que ça allait péter autant. Donc j'ai pas la mémoire absolue. Du coup je suis allé voir sur le site de Trailhead RockShox. J'ai rentré le numéro de série de l'amortisseur. Je vais dans support. Je vais dans manuel d'entretien, Super Deluxe Service Manual in French. Et voilà, et là j'ai toute la procédure d'entretien de l'amortisseur. C'est très simple, c'est très bien fait. Je remercie fortement RockShox pour ça. Ok. Donc je vais m'occuper de l'aircan. Là-dedans, il y a un joint d'étanchéité. Donc ça, c'est celui-là. Donc là je vais mettre ça. Et là j'ai un joint comme ça, donc ça c'est celui-là. Voilà, je prends ma petite graisse. Donc la différence entre la Dynamic Seal et la Butter, ce que vous me le demandez à chaque vidéo, la Dynamic Seal c'est une graisse d'étanchéité.
elle n'est pas faite pour frictionner. Elle va permettre vraiment la création d'étanchéité entre le joint et la carcasse en aluminium de l'amortisseur. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est un joint qui est entre lui et la carcasse. Il va y avoir de la Dynamaxil. Et après, entre le joint et le piston qui frotte, là, je vais mettre de la butter. La butter, elle est plus mieux. Voilà, merci à vous. Donc j'installe toujours mon joint noir en premier et mon joint blanc après, c'est plus facile. Donc là voilà, pareil, je remplis mon trou de joint à lèvres avec de la graisse. Je malaxe mon joint avec de la graisse aussi, comme ça il est bien lubrifié de partout. Voilà, donc là j'ai créé l'étanchéité avec mon joint à lèvres. J'essuie le surplus parce qu'après on va mettre de la butter. Il y a un dernier petit joint qu'on peut changer, c'est lui là. Autour du filetage il y a un petit joint. On peut le tège et on peut remettre le nouveau. On peut le jeter, pardon pour ce vocabulaire. Et là moi, pareil, je mets un petit peu de graisse sur les filets. Voilà. Donc là mon aircan est prête pour le remontage. Ensuite, je vais changer les joints là-dessus. Donc là vous voyez là-dessus, on a un sens particulier. Je vais les laver. Donc ça c'est un peu... Ça c'est le piston qui coulisse dans l'aircan. C'est ce qui retient ta pression. Donc là on a d'abord un joint comme ça. On va essayer de le maintenir en position pour ne pas se perdre. Comme ça, ensuite mon joint à lèvres, et ensuite mon gros joint en plastique. Et le gros joint en plastique, il a un côté un peu concave, comme ça. Toujours dans ce sens-là. Faut pas se tromper de sens. Le premier, il n'a pas de côté. Donc là, j'enlève tout. Hop, on y met de côté. On essuie bien. On prend de la graisse de mise en place, la Dynamaxil. Donc là, je peux mettre celui-là en premier. Alors, attends, je positionne comme ça. Donc là, tu vois, je graisse bien mon joint. J'enlève un peu la paraffine qu'il y a sur les joints. Des fois, il y a un peu de paraffine. Ça évite que les joints ils sèchent pendant les stockages. Une espèce de farine là. Voilà. Voilà. Et ensuite j'ai ce dernier joint qui va là-dedans. Donc essayez de travailler toujours sur une surface propre. Qu'il n'y ait pas de petits copeaux de terre ou... Voilà, celui-là il est un petit peu chiant à mettre parce qu'il faut vraiment le glisser dans une sorte de gorge. Hop, derrière le filetage. Voilà. Donc là je vais remettre mes trucs comme ça avant d'oublier. Je remets mon petit joint. Ce joint là il sert pas à grand chose. Voilà. Et là donc on va procéder au remplissage d'huile. Je vais remettre tous mes trucs ici. Tu vois comme c'est pratique? Ça, je les ai enfoncés dans ma tige. Hop. Ça on y sert bien mais pas non plus comme un malade. Ah oui, j'ai oublié une chose. Quand vous faites un amortisseur comme ça, vous prenez la nomenclature de démontage, lisez bien toutes les étapes. Parce que vous voyez à la fin il faut utiliser ça. Et ça si tu l'as pas, bah, c'est chiant.
c'est un peu chiant quoi. Donc là tu vas commencer à tout démonter ton amorto, puis à la fin tu vas te dire putain merde j'ai pas le truc. C'est un peu relou quoi. Donc là j'en suis là, j'ai remonté, donc là je remplis je remplis d'huile avec de la Maxima Plush 7WT. Donc ah oui, j'oubliais aussi, auparavant, il va falloir ouvrir vos rebonds et ouvrir vos compressions au max. Si l'amorto il était en position bloquée ou pas, il va falloir bien le débloquer quoi. Que ça puisse coulisser dans les interstices. Il faut que je fasse coulisser l'huile là-dedans et qu'elle remonte ici. Donc là pour le fait, j'ai une petite technique. Ensuite je prends ça, je le remets en position. C'est normal. Donc là vous allez foutre de l'huile partout, il n'y a pas d'autre solution, c'est normal. Donc ensuite on l'enfonce à peu près à 20 mm. Pose pas de questions, ça va bien se passer. Voilà. Je remets ma petite vis pour bloquer la cartouche IFP, comme on dit ça là, ou PFI, oui, voilà. Putain, il y a une rayure à l'intérieur déjà. Ah ouais, tu vois. Attends, je reviens, je vais essayer de te montrer ça. Donc là, tu vois, j'étais en train de remonter le piston, le remplir d'huile, et regarde un peu ce que je vois à l'intérieur. Il y a une rayure tout au long du piston. Et ça, tu sais à quoi c'est dû? C'est dû au manque d'entretien de l'amortisseur, en premier, et c'est dû surtout à la rigidité du cadre de Santa Cruz, qui apporte énormément de contraintes à l'amortisseur. L'amortisseur il est placé d'une certaine manière que ça apporte beaucoup de contraintes aux amortisseurs. Voilà. Donc là, bah, y a rien à faire, je vais remonter quand même comme ça, c'est pas très grave, mais bon. En théorie, il est un peu foutu l'amortisseur. Donc là, il a une bonne rayure, le bordel. Pour ce fait, tu vois, je mets le truc en bas, j'y rentre en faisant des petits ronds. Voilà. Donc ça, c'est les anciennes versions de RockShox Super Deluxe. Aujourd'hui, ils ont un petit peu évolué. C'est quasiment la même chose. Il y a juste une petite vis de purge en plus ici. Voilà, on vient bien bloquer. Et donc là, normalement, j'ai de l'huile partout là-dedans. Jusqu'ici, parce que j'avais fait un peu mon point. Et jusque là. Voilà, donc là, j'ai en théorie pas de bulle d'air dans tout mon circuit. Je peux vider mon huile qui est neuve dans la bouteille. Voilà. Et là, il y a un dernier truc à faire pour la purge, c'est en fait ouvrir la vanne de purge et enfoncer le piggyback à sa hauteur voulue. Voilà. Donc là, on est sur un 230-62. Donc 37 à 65, on enfonce de 33 mm le truc. Donc 33 mm, c'est ici. Donc là, je prends une petite clé. Et là, en gros, je vais enfoncer ça dans mon amortisseur et ça va faire remonter les potentiels bulles d'air là-haut. Tout simplement. Donc ça, à ne surtout pas ouvrir quand l'amortisseur est en fonctionnement. Ce n'est pas du tout une vis de réglage, c'est une vis de purge. Voilà. Donc là, j'ai enfoncé mon piggyback à 33. Je vais remettre ma vis de purge. Je vais me faire un beau dôme d'huile en mettant la vis. Voilà, donc là je remonte mon joint, je l'ai nettoyé. Voilà. Je remonte ça là-dedans. Je mets mon petit anneau Circlips. Et là je viens remonter mon capuchon du coup. Voilà, là il peut pas s'échapper parce qu'il y a l'anneau Circlips. Ensuite on vient mettre le corps de valve.
250 PSI. Voilà, et ensuite on vient gonfler sa partie IFP là à 250 PSI. C'est bien. Parfait. Un petit peu de butter là-dedans. Donc là j'ai de la 0W30 prête. Hop, une petite lichette à l'intérieur pour lubrifier la canne. J'en mets la petite valve. Et puis voilà, on va dire que c'est terminé. Donc voilà, amortisseur fini. Entretien 200 heures avec vidange de la cartouche interne. Terminé. Voilà. Bon, j'ai une petite Fox 38 à faire. Ça va aller vite, c'est les fourches que je connais le plus par cœur maintenant. C'est mes fourches préférées. Ah bah plutôt la 36. La 36 elle est encore plus rapide parce qu'on n'a pas l'espèce d'air shaft dans une canette. Ah ouais, tu vois, le mec il avait mis son rebond au plus fast. Ça veut dire que l'huile à l'intérieur elle est déjà bien laiteuse et qu'elle revenait pas assez vite. Cette semaine j'ai fait pas mal de fourches. Et je voulais vous remercier, s'il y a pas mal de gens de Dijon, du nord de Lyon, qui viennent chez moi pour faire leur entretien de suspension, pour faire leur entretien de suspension. Et bah, ça me fait super plaisir, franchement. Ça fait super plaisir. Non, c'est cool en vrai, y a des gens qui viennent, genre qui achètent des vélos chez Chris Bike et qui viennent les faire entretenir ici. Bah, c'est quand même un gage que bah, un bon bike shop c'est d'abord un bon mécano aussi. Attends, je vais répondre. Donc on ouvre toujours toutes les compressions à fond pour pouvoir sortir le système de la cartouche. Sinon l'huile coulisse pas très bien et c'est très dur. Donc là faites attention à la petite bille, voilà, qui peut parfois tomber. Ça, donc là j'ai ouvert. Je vais pouvoir taper ma fourche de l'autre côté avec mes tiges. Donc là je le répète, c'est des tiges, c'est des outils spécifiques de chez Fox. On peut les trouver moins chers sur internet, sur des sous-marques, sur AliExpress, etc. Moi à l'atelier je les utilise quasiment tous les jours, donc j'ai pris les vrais en acier qui sont fiables et robustes. On vient quand même taper dessus, donc t'as pas envie d'avoir un aluminium chinois de merde. D'ailleurs j'aimerais bien, si quelqu'un sait où est-ce que je pourrais trouver des kits joints pour Fox 38 comme ça, moins cher que chez Tribe, parce que putain de sa mère, les tarifs chez Tribe c'est abusé. Alors je prépare mes mousses à l'avance, hop hop. Donc apparemment il y a une note interne qui est passée chez Fox, comme quoi il fallait éviter d'utiliser ces huiles car elles sont nocives pour la santé. Il y a du téflon, c'est cancérigène. Bon, on se doute que c'est pas très bon, qu'on va pas la boire de toute façon. Il faut bien mettre des gants quand vous travaillez avec. Mais voilà, moi je finis mes bouteilles et je vais essayer de changer du coup pour les Motorex, qui sont quand même un peu mieux apparemment. Donc voilà. Oh oui, ah oui là c'est le temps de la faire la fourche. Ah oui, c'est pas très beau là. Ça prépare les beaux vélos. Ça va faire la bicyclette de route. Salut. T'es toujours dans le gras là? Ah oui, bah là j'ai passé ma semaine dans le gras. J'ai fait au moins 5 ou 6 fourches cette semaine. 3 amortisseurs ou 4. Hop. Allez. Bonjour, Buttercream Suspension Express, que puis-je faire pour vous? Je voudrais un entretien de Fox 38 avec vidange de la cartouche Grip 2 et entretien de l'air shaft. Y a pas de souci, je suis là, je m'occupe de tout. Je sais pas si vous regardez la série sur Netflix, l'agence immobilière.
Il y a 5 saisons, mais franchement, j'ai regardé un peu hier le premier épisode, mais mec, c'est un délire. C'est un délire, les gens, les problèmes de riches qu'ils ont. J'avais oublié qu'il y a des gens qui sont comme ça, quoi. Tu ne peux pas, t'as pas idée de la richesse de certaines personnes, en fait. C'est hallucinant. T'as des mecs, ils disent... oui, voilà, donc je suis informaticien, barbapapa spécialisé, recherche en cybersécurité, et moi je suis créateur dans une agence de com, je crée des PDF pour Photoshop, voilà. Et donc nous cherchons un bien immobilier avec un accès direct à la mer et au fond de neige, parce qu'on adore skier et nager, et on voudrait aussi un accès direct à la ligne 14 pour aller à Charles de Gaulle, parce qu'on adore voyager. Nous avons un budget de 15 millions. Voilà, par mois, en loyer, hein, parce que nous allons louer et acheter en même temps. Voilà un peu le genre de personnes que tu retrouves dans la série. C'est assez hallucinant. Moi, je me considère un peu comme la classe moyenne, je pense, donc je ne comprends pas ce mode de vie. Allez, reprenons. On va arrêter d'être jaloux des riches. Ils ont bien travaillé à l'école, ils ont eu raison, ils ont fait des beaux héritages. Changement des joints. SKF d'origine de la 38, voilà. Vous pouvez mettre des joints verts SKF, il n'y a pas de problème. Ceux-là, les Fox, c'est la même chose, en vrai. Très bien, donc ça, c'est terminado. Là, j'ai une grosse prépa... Oh, le poids. J'ai un client qui m'a apporté ça. Une Z1 Drop-Off 2 Marzocchi Bomber de 2004, j'assume. Merci. Voilà, je vais ouvrir ça et faire un petit entretien. On fera ça plus tard, c'est pas urgent. Alors là les amis, nous avons les deux choses les plus importantes à faire. Il y a la vidange de la cartouche Grip 2, douille plate 32 mm, pas du tout. Douille plate 28 mm pour la cartouche Grip 2. Voilà. Donc là au préalable j'avais mis mes petites mousses à tremper dans les pots. Ça c'est des pots Shimano, c'est les pots dans lesquels tu as les embouts de gaine et les embouts de câble. Je les garde. La fameuse cartouche Grip 2 de chez Fox. J'ai jamais vu encore de nouvelles. Les cartouches Grip X et la Grip X2. Voilà, je voulais le dire. Donc pour ce faire, il nous faut impérativement les morts pour clamper la cartouche. Voilà, je suis désolé si tu les as pas, tu pourras pas faire ça. Enfin, tu peux, mais j'éviterai de le faire. Pour faire la cartouche Grip 2, on clampe donc notre cartouche, on la clampe en dessous le logo Grip 2 Fit 4. Fit Grip 2, pardon. Parce que le truc qui se visse par là et il se visse par là. Et là, tu as un truc qui se balade. Donc si tu le clampes encore plus haut, tu vas avoir du mal à la desserrer. Ça fait comme une tige de sel, quand tu serres trop ton collier de sel, ta tige de sel elle descend plus. Elle remonte plus plutôt. Je prends la même clé en 28 mm. On va y arriver. Et là je vais venir desserrer mon top de cartouche. Vous allez voir, ça se passe très bien et ça va très très vite à faire une cartouche Grip 2. Et ça c'est à faire tous les ans. On a une huile à l'intérieur, donc c'est l'huile 5WT Teflon Infused qui devient au bout d'un an et demi assez laiteuse, comme si elle avait absorbé un peu l'humidité et elle devient un peu pleine de flotte, je trouve. Donc voilà. Donc là en l'occurrence, mon huile a l'air d'être plutôt propre. Voilà, nettoyage à la fontaine industrielle biomatique. À chaque fois, on me demande aussi qu'est-ce que j'ai dans la fontaine. C'est un produit Wurtz, c'est un produit bio, non agressif pour les doigts. C'est un produit qui reste chaud avec une bactérie vivante qu'on doit maintenir à 40 degrés. C'est un petit peu énergivore, mais c'est agréable. Donc là-dedans, j'ai ma vieille huile 5WT Teflon Infused. Voilà, oui, bon, c'est vrai qu'elle était un peu dégueu. Donc là, c'est là l'intérêt d'ouvrir son rebond à fond avant de faire la cartouche. Ah, tu peux l'ouvrir après, bien sûr, mais tu vois, quand je fais basculer le petit piston à l'intérieur, et ben en fait, je fais rentrer mon liquide de dégraissant, du coup, je le fais rentrer par la clapetterie. Donc si, tu vois,
Là, il se fait laminer dans la clapetterie. Ça nettoie tout bien ma clapetterie à l'intérieur. Tu peux ouvrir également cette partie et tout sortir, mais c'est pas très nécessaire. Ça c'est vraiment quand tu fais des gros entretiens. Là on est sur juste l'entretien de 200 heures, voilà, quand je fais pas une cartouche complètement. Toujours dégraisser son mort, dégraisser son tube, pour qu'il y ait une bonne surface de contact agrippante. J'essaie de me dépêcher un peu parce que j'ai pas mal de boulot en ce moment là. Voilà, je reclampe ma cartouche. Putain, mon iPhone, il reçoit toutes les traces, toute l'huile que je fais, il reçoit tout dans la gueule. Je suis obligé de le dégraisser, de le laver au savon tous les soirs. Il y a un petit truc à faire avant de remonter l'huile, c'est il faut me boucher ce petit trou. Ici, il y a un petit trou. Hop. Voilà, tu me le bouches. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand on va remonter cette cartouche, vous voyez ça va vraiment très bas. Donc c'est ça qu'il faut éviter de serrer avec le mort. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il faut même descendre encore un peu plus. Là, je l'ai serré un peu trop haut. Et donc en fait, on va remplir d'huile toute cette partie-là. Donc on veut que le dessus de notre cartouche soit aussi rempli d'huile. Et on veut que cette partie communique avec le jambage. C'est pour ça que dans le jambage côté cartouche, on a la même huile que dans la cartouche. L'huile communique. C'est pour ça que l'huile se salit également. Comprendo? 5WT Teflon Infuse. On remplit à moitié seulement. Voilà. Et là, on vient boucher un peu avec sa main et on va faire des va-et-vient. On va faire remonter les bulles d'air. Nous, on veut que la cartouche qu'il n'y ait pas d'air dans l'huile. Donc là, voilà, j'ai fait des va-et-vient avec le bas, avec mon rebond ouvert à fond. Et là, je viens remplir à ras-bord. Voilà, je peux éventuellement repousser un peu. Tu vois, il y a de la mousse qui remonte. Et là, donc comme une pâte à crêpes, attendez 30 minutes. Non, je déconne. On attend que les petites bulles d'air disparaissent pour pouvoir remonter notre shaft. Regarde le soleil, regarde le ciel bleu là. Là, tu vois, j'ai qu'une envie, c'est d'aller rouler là. Et dépêche-toi avec ta fourche là, ça aller rider. Donc ça, pareil, ouverture, compression haute et basse vitesse, vous ouvrez ça à fond, que l'huile puisse communiquer au-dessus. Si tout est fermé, bah, vous n'arriverez pas à rentrer votre truc, quoi. Donc là, pareil, je le rentre en faisant des petits arcs de cercle, voilà. Ça va être un peu dur à rentrer parce que du coup, il n'y a aucun échappatoire pour l'huile, à part pour se faire laminer par la cartouche. Donc c'est un peu compliqué, donc voilà, faut forcer un peu. Tu vois, ça va gicler un peu partout, hein, c'est pas grave. Et là, technique, tu prends direct ta douille en mode serrage et tu vas appuyer. Tu vois, ça coule de partout. Et tu vas commencer à serrer en même temps. Voilà, donc là... Attends. Donc là, je serre ma cartouche correctement. Et ensuite, c'est une chose à ne surtout pas faire, que j'ai fait plusieurs fois quand j'étais encore un débutant de la cartouche. Maintenant je suis un professionnel, hein. je te mets les cartouches, pas de souci. Surtout pas actionner la cartouche parce que vous allez faire remonter l'huile et vous allez exploser l'huile, vous allez exploser le scotch et ça va faire cracher de l'huile et moi je m'en suis déjà pris plein la gueule. Donc là on va enlever notre scotch. T'enlèves ton scotch et voilà. Donc là tu as de l'huile, tu vois, on voit le trou est quasiment rempli d'huile. Et là surtout pas l'actionner parce que du coup l'huile va ressortir. Il y en a une infime quantité qui ressort mais c'est dommage. Voilà, donc là bah, la cartouche terminée. On la laisse comme ça. On l'actionne pas. Je vais la remonter dans la fourche. Et je vais tout de suite passer à l'air shaft. Attention à bien dégonfler la fourche avant. Moi j'ai carrément enlevé le corps de valve. Mais attention aux accidents. Si vous ouvrez une fourche sans l'avoir dégazée avant, ça peut être dangereux. J'ai déjà vu des photos et des vidéos d'air shaft planté au plafond, dans le placo. Ok, 2 tokens, très bien, j'en fais mon affaire. Donc là, la fourche a l'air d'être plutôt bien équilibrée, j'ai pas ce problème d'air shaft qui est rentré à l'intérieur, comme des fois je l'ai. Je vais quand même le sortir. Donc regardez, petite technique de crochet. Là, je lève le spring, et là, je le prends comme ça. C'est un spring hélicoïdal, c'est l'équivalent d'un circlips en fait. C'est sous cette forme. Ça vient se glisser dans une petite gorge à l'intérieur et ça retient l'air shaft. Donc là, pour sortir l'air shaft, technique, tu le prends comme ça avec ton outil en acier et tu viens tirer. Voilà.
Ça, on peut l'emmener dans la fontaine directement. Donc là, l'air shaft, il est en très bon état. Je vais pas avoir besoin de le démonter plus. Pour accéder à l'intérieur du shaft, il faut ouvrir ça. Donc là, il faut chauffer au chalumeau pour décoller le frein filet. Tout ça, tu chauffes ça au chalumeau. Attention au petit joint ici torique là, de l'enlever avant. Tu chauffes ici, tu décolles ça. Ça, il faut éclamper dans un mort spécifique que j'ai. Et ensuite, tu peux faire coulisser ta tige, la faire remonter complètement et le faire sortir ton air shaft de l'autre côté. Voilà, là, dans mon cas, la graisse est immaculée. La graisse est blanche à l'intérieur. Donc, j'ai même pas besoin de le faire. C'est un vélo, je pense, qui a pas énormément roulé. Il a l'air quand même assez propre, ça se voit. Je peux te dire qu'il y a des vélos de retraités qui, au bout de 6 mois, l'air shaft, il a déglingué. Là, je peux te dire que c'est pas le cas. Je pense que mon air shaft sur ma fourche de mon Tessera de 27. Il n'y a pas d'air shaft sur ton Tessera de 27. J'ai pas d'air shaft. Mais non. Ah ouais. Donc là, je peux mettre un peu d'huile comme ça. Mais non, PF, réfléchis, sur un autoroute, il n'y a jamais d'air shaft. Voilà la conversation. Je remets mon petit spring. Je sais plus comment ça s'appelle ça, il y a un nom spécifique à un mec une fois qu'il me l'avait mis en commentaire. De quoi, ton joint là? Ton circlips? Mon circlips là, mais en forme d'hélicoïdale un peu. C'est pas un circlips classique. Là on vérifie bien que le circlips se barre pas. Ça m'est arrivé une fois sur ma 38 de la remonter dans le vélo et en mettant en pression, j'ai entendu un gros clac. Et je me suis dit putain Nardine. Bah, la salle, c'est pas pour... Mais les meufs aussi, les meufs qui vont à la salle, je crois qu'elles vont à la salle pourquoi? Pour mater du boulard. Bien sûr que ça mette du boulard à la salle tout le temps. Hommes et femmes, il y a pas des... Là il y a l'égalité des sexes, elle est là-bas. Là. C'est que j'y vais pas moi. Hop. Cartouche. R. On dirait vraiment des beignets de calamar. Petit beignet de calamar. Donc là moi je rajoute ma petite touche perso qui est pas vraiment dans le truc, c'est que je rajoute un peu de butter sur les joints. Ça il fait pas de mal. J'avais vu que de toute façon en team ils mettaient de la graisse RSP. Ils le font ça les gars, les préparateurs. J'avais regardé sur les paddocks en DH comment ils faisaient. On se trompe pas de côté hein. J'ai déjà vu des fourches remonter à l'envers. Voilà, là il faut faire juste attention de ne pas pincer la mousse. Le petit anneau de mousse, de ne pas le pincer en même temps et de l'emmener au fond des fois. Attention PF. 10 cc de 20 WT Gold dans le jambage côté R. Et 40 cc de 5 WT Teflon Infuse PTFE qui est cancérigène. Côté cartouche Grip 2 qu'il fallait utiliser la Motorex. Il faut arrêter d'en boire ils disent. Non mais oui, je fais quand même attention aux produits qu'on respire et aux produits qu'on met en contact avec notre peau. Mettez bien des gants, mettez bien des lunettes. La sécurité et la santé avant tout. Voilà, apparemment Motorex de chez Switzerland a développé une huile qui va remplacer cette 5WT Teflon Infuse. Fox travaille déjà avec eux depuis quelques années pour la 4WT. Et ça va être une huile un peu plus bio qui sera moins nocive pour l'écologie et l'humain. C'est très très bien. Voilà, j'arrive au contact et après j'écrase un peu le plastique. Vous voyez, pas non plus comme un bourrin, mais voilà, faut que ça fasse bien étanchéité. Souvent quand elles sont neuves, les fourches, elles sont pas bien serrées ici. C'est quand même bien de les reprendre. Sur mon vélo, sur mon e-bike, est-ce que je peux mettre un phare? Bien sûr. Genre alimenté par le moteur? Bien sûr. Ah ouais? Je vois quoi, ça fait un turfu ici. Ce serait cool de faire une grosse... Mais genre ils sont puissants, tu peux voir la nuit avec ou pas? Ah bah oui, un truc qui peut rouler. Tu peux aller à la chasse au sanglier avec ça. Mais est-ce que je pourrais faire des sorties nocturnes avec, tu sais? Ouais, parce qu'en plus c'est un phare, tu as des phares de qualité en plus. C'est un pharaon? Et en fait, tu peux mettre soit le phare de cacaboudin comme là, par contre ils ont fait un vrai phare qui éclaire à 1000 lumens. 1000 lumens? Ouais, tu peux alimenter par ta batterie. Et tu C'est peux vrai mettre un bouton sur ton guidon pour alimenter le phare. Non mais il y a un kit qui est prévu, un truc Ah ouais? En vrai je serais trop chaud là. Pour l'hiver prochain, vu qu'il fait nuit à 16h40 ici à Chalon-sur-Saône là, qu'on vit dans la nuit toute l'année après là, je serais chaud d'aller rouler la nuit moi. Après tu rajoutes ta petite lampe frontale d'amour là.
Donc là, le client, je vais pas vraiment lui refaire son setting de base, parce que je pense que sa cartouche était un peu vieille. Je vais juste lui fermer sa compression. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Moi, je roule à plus 4 à peu près. Donc là, quand vous faites votre pression, vous remontez votre fourche. Ne mettez pas tout de suite votre pression de réglage, parce que vous n'allez pas du tout réussir à enfoncer la fourche. Il faut équilibrer le shaft. Donc vous mettez normalement 25-30 PSI. Après vous montez sur le vélo, vous enfoncez la fourche et vous recommencez. C'est comme ça qu'on monte en pression une fourche. Si vous mettez tout de suite vos 80 PSI de réglage, bah, la fourche vous allez galérer pour l'enfoncer au début, quoi. La 38 quand elle est sortie, je me rappelle, bah, c'était à peu près la même année que ce vélo, c'était en 2021. Ça faisait vraiment une grosse fourche, quoi. Énorme châssis, on était là. Wow. Grosse fourche de descente. Donc Fox 38 Performance Elite. La différence entre la Performance Elite et la Factory, comme la mienne, avec les plongeurs Kashima, c'est la qualité du côté airshaft et la qualité des plongeurs. Les plongeurs Factory, donc Kashima, sont un petit peu plus durables. Ils vont résister un peu mieux. Dis donc. Voilà, allez, je vais remonter tout ça. C'est l'heure de changer les petits morceaux de chambre à air sur mes pinces. Regarde ça, l'état des chambres à air. Et ça fait au moins 2 ans qu'elles sont en service, celles-là. Je prends une chambre à air en 29 par 2,50 ou 27,5, on s'en branle. Et là, tu vois, mon petit bout, il tient pas en fait. Je sais que je peux changer les morts chez Bar, je peux les commander. Oh, qui c'est qui a collé ça? C'est aussi dur que d'enfoncer un couvre-cocotte, je le dis. Voilà, ça évite que tu vois, des fois, cette partie-là, là, elle vient abîmer la fourche. Ou... Là, ça protège vraiment bien. Voilà, fourche à morteau remontée. Il me reste les petits trucs, les petits bouchons, mais je vais faire les réglages. Ça biche de la belle pièce Hope, usinée CNC en Angleterre. Équilibrage des chambres. Ah, tu vois, j'avais gonflé à 50, c'est descendu quasiment à 30. Bon bah voilà. Entretien 200 heures, Fox 38 Performance Elite. Entretien 200 heures, amortisseur Super Deluxe Select Plus. Sur ce petit Santa Cruz Nomad C de 2021. La transmission a été upgradée, on est sur un X0. Allez, c'est une fin de vidéo. Merci à tous d'avoir participé à ce projet, d'avoir regardé ma vidéo. Ça me fait de plus en plus plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du vélo? Qu'est-ce que vous pensez de l'amortisseur ressort comparé à l'amortisseur air? Voilà. Est-ce qu'il y en a qui vont faire la Mountain of Hell l'année prochaine? J'hésite à la faire encore. Je l'ai déjà faite en 2018 et 2019. Et j'ai presque envie de me réinscrire pour l'année prochaine. Allez, des gros bisous, des kissous, prenez soin de vous. Ciao!